BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Allez, on fait le point maintenant sur le secteur pharmaceutique en bourse et Alice Labouze nous a rejoint pour en parler. Bonjour Alice. Bonjour Vincent. Vous êtes présidente de Trecento Asset Management, je le dis bien? Vous le dites extrêmement bien, vous pouvez le faire à l'italienne, Trecento, mais très bien. Trecento c'est très bien. On va parler des valeurs donc pharmaceutiques, des valeurs de la santé au sens large. Hein. Tout à fait. Des valeurs de la santé. D'une manière générale. C'est votre spécialisation, on va dire justement dans quelle mesure ça dope vos performances, mais déjà qu'est-ce que ça regroupe? Alors la santé, c'est un secteur dont je vous parle régulièrement sur ce plateau depuis quasiment 2 ans, et c'est, si vous voulez, un secteur, on oublie souvent en fait que c'est quand même un des plus gros secteurs, c'est 10% du PIB mondial, c'est gigantesque, presque une personne sur 10 en moyenne travaille dans la santé, c'est 1000 sociétés cotées en bourse dans le monde supérieures à 100 millions d'euros de capitalisation boursière, c'est un secteur qui est naturellement diversifié, c'est pour ça que je vous en parle régulièrement, parce que vous vous retrouvez pas sur un thème où vous êtes coincé s'il y a un sujet de, par exemple, de corrélation à la croissance économique. La santé, c'est à la fois des laboratoires pharmaceutiques, vous le disiez, incluant les fabricants. Dont on parle le plus souvent. Exactement, incluant les fabricants de médicaments génériques, du matériel médical, des services à la santé. Les services, c'est aussi bien des chaînes de cliniques cotées ou des maisons de retraite qu'on peut bien connaître. C'est assez large. Hein. C'est très très large, puisque c'est aussi les logiciels pour les médecins ou pour les pharmaciens par exemple. Et puis les biotechnologies. Les biotechnologies, alors c'est beaucoup plus risqué pour le coup. Néanmoins, c'est vraiment un secteur qui a une complémentarité de business model et qui fait que dans la durée, je suis convaincue que ça fait sens dans une allocation pour un institutionnel, pour un conseiller en gestion de patrimoine ou pour un particulier. Donc au sein même de ce secteur, on peut avoir quelque chose de très diversifié. Tout à fait, c'est comme si vous aviez plusieurs portefeuilles, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Plusieurs logiques, tout à fait. Vous savez, le matériel médical, par exemple, c'est quasiment comme de la machine-outil, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez produit, fabriqué votre IRM, que vous l'avez installé chez les spécialistes dans les hôpitaux notamment, vous avez de la maintenance, donc un espèce de récurrent qui se met en place tous les ans, et puis après vous changez de modèle quand le modèle est un petit peu obsolète ou qu'il y a eu une innovation. Et bien c'est un peu comme de la machine-outil, alors qu'un laboratoire pharmaceutique va avoir un business model complètement différent. Donc vous pouvez avoir dans vos portefeuilles, par exemple, des grands groupes diversifiés comme General Electric ou comme Philips, qui sont aussi dans l'imagerie médicale. Alors oui, sauf que moi, ma spécialité, c'est que j'achète que des gens qui sont 100% dans la santé. Donc je ne vais pas avoir General Electric ni les pure players. Voilà, exactement. Bon, ça vous a été plutôt favorable en 2014. En tout cas, c'était vraiment l'année où il fallait investir dans ces valeurs, n'est-ce pas? J'en suis assez ravie. On fait un peu plus de 23% depuis le début de l'année. Et moi, j'ai un objectif de volatilité très faible au regard du monde de la santé. Donc je suis à 9 de volatilité, ce qui est raisonnable. C'est à peu près 13 le marché. Pourquoi? Parce que j'ai choisi... Ça a été une année exceptionnelle. Est-ce que ça peut durer, cette effervescence des fusions-acquisitions, par exemple? Alors j'en suis convaincue. C'est-à-dire qu'on a eu une très belle année, notamment grâce aux fusions-acquisitions cette année. Il faut bien comprendre que les choses ont changé dans le monde des laboratoires pharmaceutiques principalement. C'est-à-dire que les laboratoires, il n'y a plus de laboratoires un peu à l'ancienne qui font leur propre recherche et développement et qui vont mettre sur le marché un produit et puis attendre que le brevet, 15 ans, 20 ans après, tombe à échéance pour développer de nouveaux produits. Aujourd'hui, c'est la falaise des brevets, on appelle ça, c'est-à-dire que ça y est, plein de laboratoires pharmaceutiques n'ont plus grande chose dans le pipeline. Ils n'ont pas d'équipes qui ont réussi à développer de nouveaux médicaments. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font des acquisitions. Ils sont obligés. Et c'est loin d'être... Ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Non. C'est toute la difficulté des grands groupes d'intégrer des gens capables de faire la recherche et développement. C'est fondamental dans la pharmacie. Il faut anticiper effectivement des années avant que ça tombe, oui. Voilà. Alors je ne dis pas qu'ils n'ont pas de pipeline, mais ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a un tarissement du pipeline sur des très gros laboratoires pharmaceutiques, et c'est pour ça qu'on voit toutes ces opérations de fusion-acquisition dont on parle. Alors, il y en a qui ont marché, fonctionné, puis il y en a d'autres qui sont plus compliquées. On a vu Pfizer qui a cherché à se rapprocher avec AstraZeneca. Bon, ça a pas marché. Il y a eu des échecs. C'est pas le seul échec. Oui, tout à fait. Il y a eu un bon, il y a eu Shire aussi. Alors, il faut aussi comprendre que les laboratoires pharmaceutiques américains notamment ont très souvent envie d'aller dans des zones géographiques où la fiscalité est plus faible. Il y avait cet argument, oui. Voilà, et Shire en l'occurrence, mais aussi AstraZeneca avait cette qualité non négligeable. Mais le fisc américain est un petit peu en train de mettre le holà sur ce sujet-là. Sur la santé, il y a vraiment un segment qui est très intéressant dont il faut tout de même parler, c'est le diabète. Comme vous savez, il y a une explosion du diabète dans le monde, notamment dans les pays émergents. La Chine, l'Inde, les Émirats se retrouvent dans des situations où au fur et à mesure que les pays émergents s'enrichissent, la prospérité aidant,
Voilà, ils consomment à l'occidental, ils se sédentarisent et du coup, ça devient des sujets de santé publique. Donc il y aura de plus en plus d'opérations de fusion-acquisition, en tout cas de rachat, je veux dire, pardon, notamment des grands fonds de pension dans les pays émergents sur le diabète, à la fois essayer de trouver, vous savez, l'insuline orale. Aujourd'hui, tout le monde cherche la grande course des grands laboratoires pharmaceutiques. Et celui qui le trouve peut-être l'année prochaine va exploser complètement positivement le marché. C'est qui va réussir à ne plus faire en sorte qu'on s'injecte de l'insuline avec une aiguille, mais à travers un comprimé. Il y a déjà eu une acquisition dans ce registre. Il y a récemment eu une acquisition dans ce registre, mais on n'a pas encore trouvé la solution idéale. Alors, cela dit, 4 segments sur la santé, dans le domaine de la santé, mais les segments à favoriser en 2015 sont un petit peu différents de ceux de 2014. Expliquez-nous. Tout à fait. En fait, ce qui a très très bien fonctionné cette année, ce sont les biotechnologies, donc la science du vivant, faire des médicaments à partir du sang et du plasma, par exemple, et les laboratoires pharmaceutiques, qui aujourd'hui sont sur des niveaux de valorisation relativement élevés. Beaucoup plus pour les biotechnologies. Les biotechnologies, je trouve, commencent à être très chères. Les laboratoires pharmaceutiques, ils sont dans leur moyenne et comme ils ont changé de profil avec plus de croissance par acquisition, ça peut un peu changer de cadre référentiel. Donc, pour répondre à votre question, moi, cette année, en tout cas pour 2015, j'irai plutôt surpondérer le matériel médical et les services à la santé qui ont finalement des niveaux de valorisation très raisonnables au regard de leur histoire, un peu de labo pharma, pas mal de fabricants de génériques et vraiment un minimum de biotechnologie. Quelques exemples de valeurs que vous aimez bien. Il y a une américaine en particulier, la Cubist. Voilà, alors Cubist Pharmaceutical, on avait évoqué le sujet parce que c'est une des dernières acquisitions. Alors là, je peux plus en racheter parce que ça vient d'être racheté par Merck. C'était le dernier pure player dans les antibiotiques et on sait que les antibiotiques, il y a eu très peu d'innovation ces dernières années. Néanmoins, on devient tous, vous et moi, résistants aux antibiotiques et donc c'est un sujet également de société. Il va falloir trouver de nouvelles molécules et Cubist avait effectivement dans son pipeline, pour le coup, des perspectives intéressantes avec de nouvelles molécules. Donc du coup, Merck devient intéressant. Merck est intéressant, effectivement, oui, c'est une bonne remarque. En réalité, on peut citer quelques sociétés, hein, mais en France, pour parler de sociétés qui sont quand même connues par les téléspectateurs et les auditeurs, vous connaissez Corian Medica? Oui. Vous connaissez Orpea? Oui. Donc c'est la thématique des maisons de retraite. Avec le vieillissement de la population, on reste encore sur une tendance une croissance très positive en Europe. Et donc je suis convaincue que ce sont des sociétés, comme elles sont plutôt bien managées, qui vont continuer à bénéficier de cette croissance. Ça, c'est le premier élément. Donc on est sur les services. Ensuite, sur les médicaments génériques, qui est vraiment un domaine qui est très atomisé, donc il risque d'y avoir pas mal d'acquisitions. On va parler d'une société qui s'appelle Hikma Pharmaceuticals. Alors on la connaît pas forcément, mais c'est une société familiale, il faut noter, cotée à Londres, quand même, mais d'origine, oui, quand même, c'est mieux, d'origine jordanienne en fait. C'est une famille qui a une stratégie vraiment de développement et d'acquisition ciblée de grande qualité. Ils font quasiment que des médicaments génériques qu'ils vendent en Afrique du Nord et ça marche plutôt bien et ça devrait continuer à marcher. Alternative à Teva. C'est une vraie alternative à Teva. Teva, c'est devenu trop gros et difficile à gérer. Bon, en tout cas, les valeurs liées à la santé ont un potentiel qui semble inépuisable du fait du vieillissement de la population dans les pays occidentaux, mais aussi d'une démographie galopante dans les pays émergents. Donc sur les deux plans, cela fait que ce secteur est à favoriser en bourse. Je vois que c'est un secteur que vous connaissez bien. C'est exactement grâce à vous. Merci beaucoup Alice. Merci à vous. Merci d'être passé nous voir de nouveau dans ce studio. Présidente de Trecento Asset Management, BFM Business, 16h25, c'est Intégral Bourse.